En 2018, cette photo est postée sur les réseaux sociaux. Ce sont deux adolescents qui sont vainqueurs chacun dans leur catégorie d'un championnat de la World Surf League. Et elle fait un très gros bad buzz. Pourquoi? Regardez de plus près. Non, pas là non plus. Oui, voilà. Même titre, même compète, pas même chèque. Mais comment ça se fait? Attendez, c'est parce que c'est une fille? Quand même pas. Ah bah c'est sûr, les filles elles savent pas trop surfer, elles font des moins bonnes performances que les mecs. Attendez, quoi? Le deuxième surfeur le plus titré au monde, c'est une surfeuse? Devant tous les mecs sauf un donc? Attendez, quoi? Dans l'histoire de la Polynésie ancestrale, les meufs surfaient autant que les mecs? Qu'est-ce que... avec cette main. What? Dans la mythologie, il y a plein d'histoires de déesses, de princesses qui surfent et tout. N'en jetez pas plus. Oui, je vais vous raconter tout ça et j'arrête cet acting, promis. Ça tombe parfaitement bien puisque pour vous parler de ça, aujourd'hui, on est au QG mondial de Roxy à Saint-Jean-de-Luz. Roxy qui est donc notre partenaire pour cette vidéo et vous allez apprendre plein de trucs sur comment les meufs se sont battues pour s'imposer dans le milieu du surf. Et on a même eu la chance d'avoir l'une de leurs athlètes en interview. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Bienvenue dans cette une autre histoire. Je suis Manon Bril. Mettez-vous bien, je vais vous raconter des histoires de meufs. Ça va être chambé. Les ouin-ouin, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. C'est bon pour mon référencement. Restez les mêmes. Alors même s'il est possible qu'il ait existé des pratiques équivalentes ailleurs, on estime que le berceau du surf, c'est la Polynésie et plus particulièrement l'île d'Hawaï. Oui, apparemment, on surfait dans la Polynésie ancienne dès le 4e siècle et quand les Polynésiens ont colonisé Hawaï, ils ont amené avec eux ce sport, que dis-je, cet art ancestral car oui, le surf c'est toute une philosophie de vie, c'est une pratique culturelle et même spirituelle très importante, structurante de la société et du coup, tout le monde surfe. Tout le monde, genre les enfants, les adultes, les vieux, les hommes et les femmes. Et certains historiens de la Polynésie pensent même que ce sont les femmes qui se démarquaient le plus par leurs compétences. Et la plus vieille planche de surf qu'on connaisse, qu'on a trouvée en 1905, elle se trouvait dans le tombeau de la chefesse hawaïenne Kaneamuna, qui aurait régné au début du 14e siècle. Et dans la mythologie polynésienne, il y a plein d'histoires de meufs et de déesses qui raident. De la déesse Pélé, la déesse des volcans, qui était considérée comme l'une des premières surfeuses, à la légende de la princesse du surf Kelea, qui a abandonné toute sa famille pour retourner à son premier amour, le surf, en passant par Punaoa, une surfeuse connue pour ne jamais perdre sa planche et dont les talents de surf n'étaient égalés que par ceux de la déesse Iahaka, ou encore la très athlétique Mamala qui a donné son nom à l'océan à l'ouest de Waikiki et non pas un singe venu tout droit des années 90, mais une des plages de surf les plus connues à Hawaï. Et dans la culture polynésienne et hawaïenne, les femmes surfent et elles sont excellentes, il n'y a pas de débat. Toc toc, coucou, qui est là? C'est la colonisation chrétienne au 18e siècle. Oups, terminado le surf. Oh là là, des gens tout nus sur des planches de surf. Oula, ça va pas du tout ça. Ouf. Mais attendez, il y a des meufs en plus. Abort. Enfin non du coup, pas abort vu que c'est des chrétiens, pas d'avortement. Yes. Et zou, la culture du surf en prend un bon coup et la place des meufs dedans, je vous en parle même pas. Et puis on va mettre tout le monde au boulot, hein. Allez, go dans les plantations de sucre, comme ça, plus le temps de surfer. Terminado, c'est ciao. Mais il y a quand même eu quelques résistantes, comme Kayulani, une princesse d'Hawaï qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui surfait une planche qui s'appelle Lolo, donc c'est une planche longue, très lourde, qui était réservée à la royauté, qui demande donc de la puissance. Et comme elle était hawaïenne par sa mère et irlandaise par son père, elle a fait la liaison entre les cultures et elle a permis de maintenir un peu les traditions de surf. Et elle a surfé sur les vagues de la colonisation. Yes. On dit même qu'elle a amené le surf en Angleterre où elle aurait surfé sur la Manche. Bon, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, et ce d'ailleurs pour toute la culture du surf. Il faut attendre le 20e siècle, en particulier les années 20, pour voir le retour du surf et son entrée dans la culture populaire. C'est à cette époque que sont créés les premiers clubs en Californie et les premiers championnats. Et les meufs sont toujours dans la place. Il y a par exemple Isabelle Letham, connue pour être la première surfeuse australienne. Ou ensuite, un peu après, dans les années 60, on a Joyce Hoffman, la californienne, qui est considérée comme la première star internationale féminine de surf et la première à revendiquer le statut d'athlète. Ah oui, sacré look, car c'est les années de la Beat Generation et des hippies. Le mode de vie surf se développe à fond avec son image cool de gens sans attache, voilà, YOLO. Je suis vraiment avec des bracelets aux chevilles, voilà, yeah. Bref, ça envoie du rêve, et si ça envoie du rêve au public, alors il y a moyen de monétiser tout ça. Et c'est le moment du développement des grandes marques surfwear, notamment Quicksilver, Rip Curl et Billabong. Mais, malgré les battantes, la place des meufs dans le surf,
c'est compliqué. Les compètes qui intéressent les gens, c'est celles des mecs, et pour les meufs, ce qu'on retient, c'est les concours de bikini, bien sûr. Et oui, la surfeuse, c'est avant tout un fantasme, pas une sportive. Mais avec les années 70 et la première vague de féminisme, les meufs commencent à se faire entendre. En 1976, c'est l'instauration des premières compètes féminines. Mais clairement, les dotations des prix ne sont pas les mêmes. En 1976, l'argent dépensé pour les compètes des mecs aux USA s'élève à 65 900 $ contre 0 pour les femmes. C'est vraiment beaucoup moins. L'année suivante, on passe à 97 800 pour les mecs contre 19 500 pour les meufs. Et ainsi de suite. En 1998, on est carrément à 1 185 000 pour les hommes contre 150 000 pour les femmes. C'est donc plus dur pour elles de se financer, de se faire un trou pour progresser. Et pareil avec les sponsors. En plus, il n'y a pas de tenue adaptée au corps féminin pour surfer. C'est soit les bikinis, soit les board shorts masculins. Pourtant, les meufs, elles sont toujours là et elles en veulent. On peut citer par exemple Margot Oberg qui est la première championne du monde de surf en 1977 ou encore Rel Sun, championne du monde de longboard en 1982, diagnostiquée d'un cancer du sein l'année suivante à qui on avait annoncé 1 an de vie mais qui en a tenu 15 de plus. Elle a continué à surfer tous les jours malgré la chimio, elle est devenue DJ, journaliste dans le surf et elle s'est impliquée dans la lutte contre le cancer du sein et elle a été en rémission 3 fois. Des meufs badass. Ensemble et avec d'autres surfeuses, Oberg et Sun ont fondé le Women's Pro Surfing en 1979. Oui, parce que des meufs, il y en a plein d'autres, je vous mets plein de liens en description si ça vous intéresse, mais on peut citer notamment Frieda Zamba, qui à 19 ans est devenue la plus jeune championne du monde de surf de l'histoire, et elle a remporté 4 titres dans les années 80, égalant alors le record du surfeur Mark Richards, et explosant ainsi la frontière entre le surf féminin et masculin. Il y a aussi Lisa Andersen, 4 fois championne du monde consécutivement entre 94 et 97. Elle a même concouru dans le circuit pro masculin par principe, la meuf quoi. Et elle est la première surfeuse à avoir fait la couverture de l'emblématique Surfer Magazine. Et c'est sa médiatisation qui a très largement contribué à populariser le surf chez les femmes. Et ouais, si t'as des modèles, tu peux te projeter, je vous apprends rien. C'est donc le début d'un tournant important qui se joue dans les années 90. Et donc, comme toujours, les marques suivent. Et c'est à cette époque qu'on assiste donc à la création de Roxy, donc notre partenaire pour la vidéo. Et c'est la première et aujourd'hui encore 30 ans après la seule marque de sport d'action uniquement consacrée aux femmes et c'est aussi les premiers à proposer un body adapté au corps des femmes. Et encore aujourd'hui c'est un sponsor très important comme on va le voir dans l'interview avec Zoé juste après. Alors oui, mais il y a encore du taf. Dans les années 2000, c'est l'Australienne Lynn Beachley qui brille et qui enchaîne 6 titres consécutifs entre 98 et 2003, puis un 7e en 2006 avec un retour de fou, devenant ainsi la surfeuse la plus titrée au monde ainsi que la plus âgée à 34 ans, donc un exploit sportif de ouf en fait. Elle est respectée par les autres athlètes comme Sonny Garcia qui dit qu'à l'époque plus personne ne voulait concourir contre elle tellement elle était trop forte. Et bien elle raconte en interview, je vous mets les liens en description, tout ça, comment dans ses débuts c'était un peu la galère pour s'autofinancer. Comment la première fois qu'elle est allée en compète, elle était hébergée par un type qui attendait d'elle qu'elle couche avec lui en retour alors qu'elle était très jeune, ce qu'elle n'a pas fait. Comment elle devait se démerder pour aller sur les lieux des compétitions qui étaient parfois très peu accessibles. Comment avec les autres femmes, elle se faisait harceler, insulter. Comment on leur disait de se casser de l'eau pour aller garder les serviettes. Comment, quand elle publiait des articles dans le journal L'Australian qui critiquaient les comportements des sponsors vis-à-vis des femmes, elle a dû s'excuser, etc. Bref, c'est la galère quand même au début. De même, l'Australienne Rebecca Woods, championne du monde en 2005, a été lâchée par son sponsor en 2010 et elle a dû s'autofinancer ensuite pour continuer le tour, jusqu'à finir par lâcher parce qu'elle a dépensé beaucoup trop d'argent perso là-dedans. Et selon elle, il y a encore trop de sponsors qui préfèrent soutenir des athlètes qui sont pas forcément super balèzes, mais qui portent bien leur bikini, d'après elle. Mais encore une fois, les meufs sont là. Elles sont là les meufs. Dans la team Roxy, on a une des superstars du moment, Stephanie Gilmore, qui n'est ni plus ni moins que la 2e surfeuse la plus titrée au monde et dans le top 5 mondial actuel, tout genre confondu. Donc la meuf, c'est ça que je disais tout à l'heure, 2e surfeur le plus titré au monde, c'est une surfeuse. Et Stéphanie, quand on lui dit « Ah, c'est cool, tu surfes bien, tu surfes comme un mec », elle répond que pour elle, les mecs qui surfent bien, c'est ceux qui surfent comme les meufs. Parce que, en gros, au lieu d'être très agressif et physique, ils surfent plus avec la vague. Et comme c'est toujours mieux de donner la parole aux concernés, on a avec nous une meuf de la team Roxy, c'est Zoé Gros-Piron. Elle a été vice-championne d'Europe en 2020 s'il vous plaît, et en 2019 elle était dans le top 10 mondial, il y a quoi,
Salut Zoé, ça va? Oui, et toi? Comment t'obtiens ces titres en fait? En fait, il y a une ligue internationale, la WSL, qui propose des compétitions. Donc on a les championnats d'Europe et les championnats du monde, où c'est 2 tours différents. Pour se qualifier, on a besoin juste de s'inscrire et de payer et de faire la compétition pour obtenir notamment les titres que j'ai eus. Et ensuite, pour le tour mondial, on s'inscrit aux 3 premières compétitions et ils prennent nos 2 meilleurs classements des 3 compétitions qu'on a fait. Et ensuite, si on est dans le top 18, on peut se qualifier pour la dernière étape des championnats du monde où on saura qui est sacré champion du monde. Plus on avance dans les tours et plus on va vers la finale, plus on gagne de points. Et toi, tu es spécialiste du longboard, c'est ça? C'est ça. Le longboard, c'est une grande planche qui fait minimum 9 pieds, donc à peu près 2,70 m. C'est à l'opposé du shortboard, c'est plutôt délicat, c'est doux, on danse vraiment avec la vague. Le but, c'est d'aller au nose, donc c'est de marcher sur sa planche et de revenir, d'utiliser toute la longueur de sa planche et d'optimiser le potentiel de la vague. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé quand je suis arrivée dans la région à l'âge de 12-13 ans. J'ai fait que de la planche en mousse, vraiment du surf loisir pendant 2 ans. Et mon club m'a dit t'as une bonne glisse, t'as un bon style, est-ce que ça te dirait de faire du longboard? On va ouvrir une section longboard. Je dis bah ouais carrément, parce que le shortboard j'étais trop âgée on va dire pour pouvoir faire des compétitions et rentrer un peu dans le milieu du shortboard. Du coup j'ai essayé le longboard. Mon beau-père est un super bon surfeur et du coup il m'a tout de suite pris sous son aile et il m'emmenait surfer tout le temps. Et c'est là où j'ai adoré directement les sensations et ça m'a fait penser un peu au ski parce qu'avant je faisais beaucoup de ski. J'ai retrouvé mes sensations de glisse, j'ai retrouvé l'esprit de compétition que j'adorais aussi dans le ski. Et du coup c'est quoi ton entraînement? Alors je suis aussi en école de commerce. Du coup je dois tout organiser, donc c'est beaucoup d'organisation et de volonté. Souvent en période scolaire c'est je me lève, je vais en cours, j'essaye de surfer entre midi et 2, je mange souvent à la récré en vitesse et après les cours je vais à l'entraînement physique ou parfois si les vagues sont vraiment bien et que j'ai un entraînement je loupe les cours et je rattraperai plus tard. Et quand je pars en compétition je mets un peu l'école de côté et quand je rentre par contre je m'organise vraiment pour bosser parce que j'arrive pas en fait à bosser et être dans ma compétition en même temps. Mais c'est un rythme de vie intense mais j'aime bien ça parce que ça me fait 2 vies différentes, une vie un peu étudiante et à la fois une vie de sportive que j'adore et du coup j'arrive à rencontrer plein de gens. C'est sympa comme rythme de vie. T'as un truc pour préparer ton mental ou? C'est l'entraînement. Quelles que soient les conditions, il faut tout le temps aller dans l'eau pour progresser. Justement, on apprend plus quand on est dans des conditions où c'est pourri et comme ça on est plus fort dans les meilleures conditions. Ouais, il y a de la préparation mentale, il y a de la préparation physique et après quand on arrive dans des grosses vagues, c'est beaucoup faut vraiment se faire confiance et se calmer mentalement pour prendre les grosses vagues quoi. J'adore en tout cas avoir des grosses sensations ou faire monter l'adrénaline, donc j'aime bien aller dans des un peu grosses vagues. Je me suis jamais vraiment fait peur. Alors des grosses gamelles, j'en ai pris plein. Je vais aller direct chez le kiné, chez l'ostéo. Mais c'est ça aussi qui nous forge et qui nous donne envie de se dépasser la prochaine fois. Et justement, ça nous aide aussi à se dire là, j'étais pas assez concentrée. Du coup, pour m'améliorer, il faut que je fasse ça ou ça. Mais j'aime bien aller chercher un peu mes limites, aller me donner un peu d'adrénaline. Dans la vidéo, on discute de la place des femmes par rapport à la place des hommes. Ça, c'est un truc que toi, en tant que femme qui fait du surf, t'as vécu Oui, je le prenais plutôt comme un challenge en me disant très bien, ils me laissent pas de vagues, je vais leur montrer que moi aussi je peux aller au pic, prendre les mêmes vagues qu'eux et me faire respecter. Mais je vois déjà une belle évolution depuis que j'ai commencé le surf, même si j'ai pas été dans les premières. Quand j'étais au club, on était 5 filles. Aujourd'hui, quand il y a ma petite sœur, quand je vais la chercher au club, ils sont presque plus de filles que de garçons et je trouve ça génial. Et même quand on va à l'eau, on voit de plus en plus de filles et ça c'est une belle évolution. Après, c'est un peu macho le surf, on peut se prendre des réflexions dès qu'on atteint un certain niveau et qu'on arrive à prendre plus de vagues ou des meilleures vagues que certains garçons. Pas tous, hein. Et ils peuvent être un peu vexés dans leur ego et voilà. Mais bon, après c'est sympa parce que du coup, en tout cas moi j'en joue un peu. Des grands sourires, ah salut ça va, alors que je vois qu'il est pas du tout content. Je le prends comme une motivation de me dire très bien, ils veulent pas que j'aille au pic ou quoi, non, je vais leur montrer que c'est possible et qu'on peut aussi surfer des grosses vagues ou des petites vagues, qu'on peut aller à l'intérieur. On sera jamais à égalité, on surfera jamais comme les mecs parce qu'on est différents. Comme dans tous les sports, on est différents, donc l'idée c'est pas de se dire non, je vais faire exactement pareil que les mecs. C'est juste de prouver que nous on peut faire aussi de notre mieux et on peut aussi aller dans les mêmes conditions. On fera pas le même surf, certes, mais on est capable aussi, pas dans le sens à faire les mêmes manœuvres, mais au moins de prendre autant de plaisir qu'eux et d'aller dans toutes les conditions possibles. Mais il y a un côté qui rassemble beaucoup aussi dans le surf, c'est pas non plus une généralité que les mecs sont machos à l'eau. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont hyper sympas, qui nous aident, qui nous poussent. Il y a 2 états d'esprit. Dans le fond, j'ai jamais eu de gros soucis et je suis toujours très contente d'aller à l'eau et de croiser des garçons et des filles. J'ai jamais ressenti de discrimination parce que j'étais pas en bikini ou quoi, pas du tout. Surtout vis-à-vis de Roxy, je trouve que Roxy, justement, ils
ils englobent plein de filles différentes. On a Stéphanie Gilmore qui est 7 fois championne du monde et quand elle va en série, elle est en short et pas en bikini. Chacun surfe comme il veut, moi je suis très contente si les filles elles veulent surfer en bikini, bah je les respecte si elles sont bien, c'est le principal. Si elles veulent surfer en short, c'est très bien. Dans tous les cas, je veux garder ce plaisir d'aller à l'eau, ce plaisir de surfer, de faire des compétitions avant tout. Et après, mon objectif, c'est d'être dans le top 5 mondial cette année, si ça reprend les compétitions, on espère. Et sinon, l'année prochaine et après, d'être championne d'Europe. Trop stylé. Bah écoute, je te le souhaite. Quand je commençais le longboard, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais tellement envie de progresser, j'avais vraiment une soif de progresser. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur internet et toutes mes idoles en surf, elles sont toutes chez Roxy. Et du coup, grâce à Roxy, j'ai réussi à les rencontrer et maintenant je suis devenue amie avec elles, notamment Kelly Moniz et Chloé Calmont et Justine Mauvin. Bon, maintenant elle est plus chez Roxy, mais ça a toujours été des femmes que j'ai idolâtrées, que j'ai suivies. Et après, bah, évidemment, Stéphanie Gilmore et Elisa Anderson, qui sont les pionnières aussi du surf. Donc c'est vraiment un honneur d'être chez Roxy et d'avoir eu l'occasion et d'avoir pu les rencontrer et aujourd'hui d'être amie avec elles et de partager leurs expériences et voilà. Génial, trop belle histoire. Elles m'ont fait rêver, donc voilà, j'espère faire rêver les gens après. Ah bah oui, bah, on passe le mot à toutes les meufs qui auront envie de se mettre au surf. N'hésitez pas. Donc comme on a vu avec Zoé, les nouvelles générations, elles sont plus à l'aise, il y a plus de place pour les meufs, c'est cool, elles ressentent moins peut-être que leurs aînés ont eu, et c'est tant mieux. Il y a pas mal de jeunes athlètes qui disent qu'elles s'en battent les ovaires des bikinis, qu'elles en portent si elles ont envie, qu'elles en portent pas si elles ont pas envie, et que les sponsors y suivent ou non, et on verra bien. C'est le cas de Lizzie Stockley ou de Brooke Mason, et les initiatives pour se débarrasser du stéréotype de la surfeuse sexy, blanche, blonde et fit se multiplient, comme avec le projet de shooting photo de Julie Paulier, la fondatrice de l'association Elle Surf, associée à la photographe Cécilia Thibier, qui ont montré des surfeuses de tous les physiques recrutées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller voir le très joli compte Instagram Les Filles du Surf de l'artiste et surfeuse Jeanne Bevin, qui dessine des surfeuses de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et au niveau pro, alors, revenons à notre petite histoire de photo du début, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été le déclencheur et l'aboutissement de nombreuses années de lutte du Committee for Equity in Women's Surfing, parce que en 2018, la World Surf League s'est engagée à l'égalité dans la rémunération des athlètes. Ainsi, pour la première fois en avril 2019, les deux gagnants du World Surf League Championship Tour, Caroline Marks et Italo Ferreira, ont gagné le même chèque. Un très beau message pour le sport féminin parce que c'est loin d'être le cas partout. Mais il y a encore du taf pour que les meufs aient pleinement leur place dans le surf. D'après l'International Surfing Association, le média Surfing Australia et l'association du fabricant de l'industrie du surf, la part des femmes dans le nombre de surfeurs actifs en 2019 ne s'élèverait qu'à environ 19%. De même, la Ligue n'a pas encore rendu obligatoire la création d'une division féminine dans tous les événements du World Championship Tour. Dans les World Qualifying Series qui permettent d'accéder au World Championship Tour, il n'y a que 44 épreuves pour les femmes contre 64 pour les hommes, ce qui signifie qu'il y a plus d'opportunités pour les mecs pour se qualifier et gagner des points que pour les meufs, et donc toujours plus de mecs que de meufs dans la compète. Et de plus, la Ligue ne contrôle pas tous les événements qui permettent de gagner des points, etc. Le World Surf Tour, organe directeur qui organise les compètes officielles de Surf Pro, se compose actuellement de 16 femmes et de 36 hommes. Elles ne sont donc pas en majorité pour faire entendre leur voix. Enfin, encore trop souvent dans les compètes, on fait passer les mecs quand les conditions sont les meilleures et les meufs dans les conditions moins bonnes. Bref, il y a quand même eu plein de trucs très cool, plein d'avancées chambées et c'est génial, mais il y a encore un peu de taf pour ce sport qui rentre enfin au jeu, là, pour la première fois. Donc n'hésitez pas à aller encourager nos championnes à Tokyo sur les réseaux sociaux, etc. Donnez-leur de la force. Et un grand merci à Roxy pour ce partenariat qui nous a permis de découvrir toute une histoire assez chambée d'un sport chambé où les meufs se sont bien défoncées pour avoir leurs droits, etc. et où je pense qu'elles sont pas prêtes de lâcher. Merci aussi beaucoup à Zoé Gros-Piron pour le temps qu'elle nous a accordé et pour la petite démo qu'elle nous a fait, c'était trop cool. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître le sujet et pour, encore une fois, envoyer de la force à nos surfeuses. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, je ne sais pas comment partir. Love it when it's like this.